Pour contextualiser un peu la performance, je voulais vous dire que chaque année, Hors-Piste, enfin l'origine d'Hors-Piste est aussi liée beaucoup aux techniques, à l'art digital, au numérique, etc. On a par exemple en ce moment dans l'exposition plusieurs artistes numériques comme David Guez et Cécile Badiol, que vous avez peut-être vu en passant ou que vous verrez suite à la conférence. Et donc, dans ce contexte-là, sachant cela, Olga Kiseleva nous a fait une proposition qui est liée à la thématique de l'exposition cette année, qui est la miniature. Et nous sommes impatients d'écouter toutes ces informations, tout ce que l'on va entendre. Et je laisse Richard Comte, qui est le modérateur, présenter tout le monde. Richard Comte, qui est artiste plasticien, professeur à l'Université Paris 1 et aussi directeur de l'UMR ACT. Donc, bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Oui, alors, notre centre de recherche, notre UMR, privilégie les rapports entre création et recherche, et notamment l'équipe Art Science que dirige Olga Kiseleva depuis de nombreuses années à travers la revue Plastique et les recherches des artistes, développe cette relation art-science, aussi bien du point de vue physique que du point de vue biologique. Et nous sommes très heureux de pouvoir être partenaires du Centre Pompidou dans cette manifestation. Personnellement, je ne suis pas particulièrement spécialiste des choses concernant les nanotechnologies, mais ça m'intéresse beaucoup de questionner le visible à travers l'infiniment petit. Et je crois qu'au-delà de la question de l'art, ce phénomène qui n'est pas nouveau en tant que tel, mais cette technologie nano qui peut, atome par atome, construire comme ça des modèles, fascine à la fois les artistes et suscite de nombreux débats dans le monde, que ce soit écologique, politique, scientifique, avec des controverses qu'on connaît bien. Et l'art contemporain a quand même vocation à investir tout ce qui concerne les réalités sociales, politiques, scientifiques. Et les artistes, on va le voir aujourd'hui, n'ont pas manqué d'investir ce champ. Je suis comme vous à l'écoute, curieux de savoir tout ce que vont dire les intervenants. Nous commencerons par Jean-Paul Fourmentreau, qui est chercheur, maître de conférence à Lille 3, sociologue, et qui a écrit plusieurs livres concernant ces questions, notamment Artistes de laboratoire, recherche et création à l'ère numérique en 2011. Et il a réfléchi sur la manière dont la création artistique et la recherche technologique sont aujourd'hui intriquées et que tout développement de l'un intéresse les autres et réciproquement. Donc, il saura beaucoup mieux que moi développer tout cela. Il a en 2012, plus récemment, fait un autre livre, L'ère post-média, humanité digitale et culture numérique, concerne peut-être moins ce dont vous allez parler aujourd'hui, mais je tenais à le signaler parce que, bon, il a fait des recherches concernant les jeux vidéo et le virtuel, qui d'ailleurs ne le concernent pas seulement lui aujourd'hui. Ensuite, Olga Kiseleva, sans elle, nous ne serions pas là, si j'ose dire, puisqu'elle est l'invitée privilégiée du Centre Pompidou. Elle a fait une performance pour l'exposition Hors-Piste lors du vernissage. Et c'est elle qui est la génératrice de ce rassemblement, et je l'en remercie au nom de l'Institut ACT. Elle est artiste plasticienne. Depuis longtemps, elle s'intéresse à toutes les choses de la physique, et elle dirige la revue Plastique en ligne, Art Science. Elle travaille régulièrement avec les laboratoires de nanotechnologie, notamment ceux qui élaborent des outils pour le complexe militaire russe.
voyez, c'est quelqu'un, il faut faire attention. Hein. Et elle essaiera de traiter, elle aussi, la question comment l'artiste, elle peut témoigner comment l'artiste se sent-il dans un laboratoire de nanotechnologie, que retire-t-il de cette collaboration et quels en sont aussi les dangers. Je fais dans l'ordre d'apparition à la table avec parce qu'on aura 3 personnes qui ont été, disons, dans le projet Open Lab. Ça tombe comme ça et c'est une bonne chose. Dominique Roland, qui est le directeur du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains et du Festival Bain Numérique depuis plusieurs années. Il a notamment fait une exposition de bioart avec d'Edouard Docach, mais donc c'est pas seulement la physique qui nous intéresse ici. Exposition, il a organisé l'exposition, c'était en 2011, Invisible et insaisissable, ce qui qualifie vraiment les nanotechnologies, et qui présentait justement des œuvres réalisées dans le cadre du projet Open Lab. À côté de moi, Besson, qui a été maître de conférence en physique en fait à l'école supérieure de physique chimie industrielle, donc l'ESPCI, et de cette origine physicienne, elle a évolué vers le monde de l'art contemporain et elle va soutenir bientôt sa 2e thèse, un doctorat dans notre centre de recherche, l'Institut ACT. Donc, Margherita Balzerani, qui est commissaire d'exposition et critique d'art. Elle est organisatrice du projet Open Lab avec Niki Bachile qui est à côté d'elle et que je vais présenter ensuite. Donc, elle est aussi spécialisée, enfin un peu avant, elle s'est occupée, je ne sais pas si c'est toujours le cas, de l'esthétique des jeux vidéo et des mondes virtuels dans l'art contemporain. Donc, ils expliqueront, je pense, eux-mêmes ce qu'il ressort de ce projet Open Lab, avec des questions comme pourquoi un commissaire travaille-t-il sur des œuvres fondées sur les nanotechnologies, quelles sont les spécificités de cette collaboration. Donc toutes ces questions vont être remuées ici, avec donc Niki Bachile, qui est chercheur au laboratoire de chimie de la matière condensée, CNRS. Donc il y a plusieurs représentations du CNRS dans cette table. Donc lui aussi initiateur et co-organisateur du projet Open Lab. Et qui essaiera de répondre, il réussira d'ailleurs, de répondre à la question comment sont perçus les artistes par les scientifiques, par exemple, dans les laboratoires. Que gagne-t-on à cette collaboration du point de vue des artistes et du point de vue des scientifiques? Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de table, et nous allons commencer donc par Jean-Paul Fourmentreau, qui va, disons, pas introduire. Je crois que vous avez à nous communiquer vraiment vos propres recherches pour, disons, un quart d'heure de parole, parce que nous allons rassembler toutes les questions à la fin, et il faut que nous ayons le temps, que le public puisse donc s'adresser à chaque intervenant et lui poser les questions qu'il souhaite. Merci Richard Comte, merci Eric Silva pour cette invitation aussi. Je vais effectivement tenter d'être court et vous proposer une introduction au questionnement art, sciences, technologie, plutôt qu'une entrée pour ma part directement dans le monde des nanos ou du nano-art. J'ai, depuis le milieu des années 90, considéré que l'Internet, le numérique, bousculait les formes. Par leurs promesses, par leur capacité extrême d'intervention au niveau nanoscopique dans les différents domaines, notamment une très grande précision et puissance dans la médecine, possibilité de nouvelles énergies,
possibilité des nouvelles matières, etc. Mais ces technologies fascinent aussi par le danger qu'elles portent potentiellement en elles, avec ce danger de destruction du monde qui peut probablement venir aussi des nanotechnologies à travers l'âge et les crises. Et donc je voudrais vous parler de cette expérience que j'ai eue de l'immersion dans les nanotechnologies qui a permis de produire une œuvre. Donc si vous voyez ici un sous-marin sur la première image, c'est parce que le laboratoire qui m'a accueilli donc justement s'occupe des recherches sur les nanotechnologies pour les besoins des militaires. Et Dounia est la conjugaison à la fois des ordoclaques, mais Dounia c'est Pétunia, et donc nous sommes dans une hybridation véritablement au sens premier. Alors, si, voilà. Qui a une caractéristique animale très précise, très pointue, c'est le fait que dans les veines rouges de la fleur, pas ailleurs, pas sur les pétales, pas sur les tiges, dans les veines rouges de la fleur, on trouve une protéine humaine, ma protéine humaine, qui est fabriquée par la fleur. Et dans la nature, on ne trouve jamais, ça n'existe pas, une plante qui fabrique des protéines humaines. Donc c'est grâce à ces gènes, à moi, un gène qui vient de mon sang, de mes veines rouges, que j'intègre aux veines rouges de la fleur, je fais un passage de mes veines rouges aux veines rouges de la fleur. Cette fleur produit une protéine humaine. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en plantimale. Elle est une plante qui a une caractéristique animale, un être qui n'existe dans la nature, mais qui est en même temps si réel qu'il. Voilà. Alors, le temps de décompter, donc je vais respecter, c'est surtout pour l'échange qui va suivre. Surtout, alors, c'est l'arc. Alors voilà, je ne sais pas ce qui se passe là-dessus. On va refaire. C'est pas le journal que vous présentez, mais c'est la suite. C'est intéressant. À la une ce soir. Il a l'art dans la peau. Stylarc a fait de son corps un support artistique et il faut avoir le cœur bien accroché pour le regarder. Découverte à la fin de ce journal. Partons à la découverte maintenant d'un artiste étonnant, voire dérangeant. Stylarc est un adepte du body art. Ce mouvement consiste à se servir de son corps comme support artistique. Cet Australien s'est fait greffer une oreille sur son bras. Ses œuvres seront présentées du 3 au 5 juin prochain lors du festival Bain Numérique à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Tania Watine et Stéphane Missy. Qu'est-ce que l'art? Sometimes the definition of art depends on the artist. Other times it depends on the critic. On se passera du critique d'art, mais concernant la définition de l'artiste, cela mérite d'y jeter un œil. Une oreille. Car Stylarc, australien de 62 ans, s'est fait faire une greffe, et c'est de l'art. Évidemment que c'est inhabituel. Personne d'autre dans le monde n'a une prothèse d'oreille implantée ici dans le bras. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le corps devienne petit à petit un organe d'écoute à distance. Car la prochaine opération sera d'ajouter un petit micro dans la prothèse. Il permettra aux internautes d'entendre ce qui se passe autour de Stylarc dès qu'il sera en zone Wi-Fi. Are you crazy? Vous êtes fou? Non, Stylarc est un artiste de renommée mondiale dans le domaine du body art. Il explore son corps dans tous les sens, en le suspendant par des hameçons ou en avalant une sculpture filmée par endoscopie. Il veut aussi prolonger le corps par des outils métalliques, comme par cette troisième main ou ces 6 jambes qui font de l'homme un insecte géant. Quelque part, nous construisons tous le futur en fabriquant ces robots et en explorant ces nouvelles interfaces entre l'homme et la machine. Pour ceux qui s'intéressent aux évolutions possibles du corps humain et qui ont le cœur bien accroché, l'exposition... Voilà,
Simplement, si vous me permettez, terminer de manière très, très courte, car avec une question qui était l'enjeu qui est très fort, qui est la conservation des œuvres. Quand nous parlons de nano-art, aujourd'hui, il y a une question qui est quelle conservation, mais quelle transmission aussi, quelle formation. Ça veut dire qu'il faut ouvrir pour les métiers de la conservation, également les métiers dans les musées, bien sûr, donner l'accès pour permettre évidemment le développement et l'acquisition des œuvres, parce que c'est un point central qui pourra favoriser à la fois on parlait de statut, quel statut pour l'artiste. Nous sommes avant tout, moins que dans un statut, mais beaucoup plus dans une démarche de chercheur. Et donc évidemment, ce qui veut dire que chercheurs, en face de nous, nous avons des lieux qui peuvent accueillir ces œuvres parce qu'ils ont une modularité, une évolutivité, ils ont une capacité de penser à chaque exposition véritablement une scénographie de nature très différente par rapport au lieu, à l'espace, à la relation aussi au temps et aussi également à la relation du spectateur. Gilles, merci. Merci beaucoup. On voit là, et je pense que Dominique Besson va nous en parler, qu'on est en deçà de la question du vivant, qui intéresse aussi l'échelle nano. Et donc, je crois que c'est pas innocent. La relation entre l'aspect physique et le vivant fait qu'on atteint un niveau où, je crois, celui de l'atome, si je ne m'abuse, et je donne tout de suite la parole à Dominique Besson pour nous parler du monde nano et des atomes. Alors, pour ma part, je vais tenter de répondre aux questionnements sur les liens qui unissent l'art et les nanosciences à partir de la revue Plastique que je vais vous présenter. Alors, Plastique, c'est une toute jeune revue de l'Institut ACT. ACT étant une unité mixte de recherche qui associe le CNRS et l'Université Paris 1, et dont le 3e numéro vient juste d'être mis en ligne et porte justement sur l'art et les nanosciences. Donc vous allez pouvoir le consulter. Et Plastique Nano, donc, plutôt que de s'émerveiller devant des sculptures nanométriques qui seraient invisibles à l'œil nu, propose plutôt une réflexion sur la dimension prospective et expérimentale de l'art, lorsque celui-ci est confronté aux nanotechnologies. Donc ce numéro réunit des témoignages et aussi des réflexions de différents acteurs de l'art contemporain. Et tous se sont intéressés à la problématique scientifique des nanosciences. Alors ils posent, pour certains d'entre eux en tout cas, la question du monde nano. Le monde nano étant cet nouvel espace sociétal où la manipulation de la matière peut se faire à une toute petite échelle et qui va de ce fait impliquer soit des dangers qui nous seront totalement invisibles et incontrôlables, et donc des remises en cause éthiques particulièrement délicates et difficiles, et qu'il sera donc nécessaire dans ce cas-là d'arbitrer. Alors, les nanosciences constituent un exemple assez paradigmatique de la science d'aujourd'hui parce que c'est transdisciplinaire, très complexe, et aussi lié très étroitement au questionnement ontologique sur la vie. Avant cela, avec l'ère du micro, et là je parle du microprocesseur, du micro-ordinateur, et on avait développé la théorie cybernétique, et on passe à une autre étape. Et on a été là, bien évidemment, en médiation pour expliquer que, voilà, dans l'iconographie classique, le Christ avait été souvent représenté et repris par des artistes. En tout cas, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai été chercher tout à l'heure. Ce qu'il faut peut-être vraiment mettre en avant, c'est que le Collège de France, la communauté scientifique commence à s'ouvrir à cette question de l'art, et il le montre le fait que au Collège de France, il existe depuis 2007, on a regardé tout à l'heure, une chaire dédiée à la création artistique. Dernier en date, c'est le paysagiste Gilles Clément qui a eu cette chaire au sein du CNRS Collège de France, 2001, 11, 2012, pour en citer quelques-uns d'autres. C'est Ansel Kiefer, peintre reconnu au niveau international 2010, 2011. Donc,
je ne veux pas là nier la question négative ou critique, je veux juste vous dire que des projets comme ça permettent en fait d'avancer, d'échanger et de dépasser un petit peu le problème d'un langage dont il parlait tout à l'heure Dominique, qui est parfois difficile, des blocages qui sont en fait juste dans les consciences. Peut-être dans la question éthique, tu peux dire un mot. Je veux juste un complément. C'est, je crois Dominique a cité très rapidement Michael Barton, qui est un artiste anglais qu'on avait fait venir il y a 2-3 ans pour une conférence ici en France. Et effectivement, lui, il travaille beaucoup sur la remise en question des issues des nanotechnologies en société sur le corps. Donc, vous pouvez trouver son travail, Michael Barton, vous pouvez vous informer là-dessus. En ce qui concernerait dans le projet de Stéphane Perrault, dans notre cas, il y avait... Alors, effectivement, quand on en avait parlé avec le CNRS, ils avaient beaucoup peur qu'il y aurait eu des artistes qui auraient pu remettre en question tout ce sujet, ce qui était assez... Et nous, on était, avec Margarita, on dit... Bon, on a joué un peu le médiateur. Finalement, le cas ne s'est pas produit, mais il ne s'est pas produit de manière naturelle. C'est-à-dire que les artistes qui ont participé au projet, ils étaient intéressés par autre chose. Mais nous, on n'était pas opposés. Nous, on n'était pas opposés. S'il y avait quelqu'un qui voulait faire quelque chose de critique, on n'aurait pas empêché... Enfin, ça aurait été pas, sans doute pas moi et ni Margarita. En ce qui concerne Drexler, il était un visionnaire. Et il y a énormément de débats entre lui et Whiteside aux États-Unis et aussi par la suite. Enfin, il a eu cet avantage de créer un imaginaire, mais la vraie science, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il est un outsider dans la communauté scientifique. Enfin, il n'est même pas dans la communauté scientifique telle qu'elle est constituée aujourd'hui dans ce domaine. Mais il est vrai qu'il a écrit des ouvrages et il a permis d'annoncer un certain nombre de choses qui ne sont tout simplement pas réalisables. Mais ça, c'est notre histoire. C'est la vie. Après, les travaux actuels dans ce domaine, il y a des choses assez amusantes qui peuvent, dans un sens, se rapprocher. Mais la réplication des automates, au niveau nanoscopique, ça n'existe pas. On va donner la place à d'autres questions. C'était une question très, très importante, évidemment. Alors, une deuxième question. Parmi les interventions des différentes personnes qui sont à la table, et notamment la dernière intervention, il paraîtrait que l'invisibilité est propre aux nanotechnologies. Alors je m'inscris parce que sont les fréquences, que sont les ondes, et j'ai moi-même produit un livre il y a quelques années qui a pour titre « Le système invisible » où les nanotechnologies sont citées, mais comme les autres formes d'invisibilité, même il y en a beaucoup d'autres. Et dans les mêmes, je évoque celle des ondes possibles de la télépathie qui sont émises par notre cerveau. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, bien évidemment, c'est pas du tout propre aux nanotechnologies, tout à fait. D'ailleurs, la citation que j'ai mise à la fin est une citation de Joseph Beuys qui parlait absolument pas, quand il parlait de formes invisibles. Une des aspects de l'invisibilité, quand j'en ai parlé à mes collègues, à quelques collègues, notamment Jacques Livage au Collège de France, pour lui, il associait quasiment pas le mot invisible à ce qu'on fait au laboratoire. Il parlait des champs de force, il m'a parlé d'autres choses, mais c'est effectivement. Par contre, ce qui me semble important, c'est que c'est non représentable. C'est là-dessus que j'ai plutôt appuyé, que j'ai mis l'accent, c'est-à-dire que ce sont les forces qui entrent en jeu à ces échelles-là, ne sont pas du tout les forces que l'on expérimente nous à l'échelle macroscopique. Donc, on a du mal à se représenter la chose et à faire image. C'est ça qui est vraiment très important dans les nanotechnologies. Donc, si on veut pouvoir parler des différentes conséquences qui vont se produire dans notre monde de tous les jours, il est important d'essayer d'en saisir un petit peu les modes de fonctionnement par d'autres moyens. Et là, on peut intervenir à ce niveau-là, justement, pour essayer de manière sensible. Mais je crois qu'il faut être aussi très précis, pas se laisser aveugler par cette fascination de l'échelle nano, parce que je pense que philosophiquement, c'est peut-être une dimension qui manque un petit peu là, c'est le réel est invisible. Le réel n'est toujours que représenté à travers un certain nombre de médiations qui...
Pour reprendre peut-être une œuvre, parce que ça m'est venu à l'esprit tout de suite là maintenant, et je l'avais dans mon PowerPoint. Oui, il y a un nano-artiste qui s'est déployé 2 fois, peut-être qui est vraiment proche de cette question du nano, c'est Gianni Motti, au moment où un jour, il s'est comparé à un peloton, et il a décidé de faire une performance qui s'est déployée en 12 heures. Il a marché pendant 2 heures, et il a parcouru entièrement le CERN, l'accélérateur de particules à Genève. Et c'est une performance passionnante, parce que si vous voulez, là, encore une fois, on est dans l'ordre de l'invisible, c'est-à-dire comment un homme peut se comparer à un proton. Et voilà, il y a une vidéo qui existe d'ailleurs sur YouTube que vous pouvez regarder. D'autre part, toujours lui, Motti, qui a toujours ses idées incroyables, il a traduit une œuvre qui était en fait faite, c'était un savon fait assez ironique et assez critique, j'ai envie de dire, la réutilisation, le déploiement du nano. Il a constitué à l'époque des élections présidentielles en Italie, j'aime bien la citer cette œuvre, c'était en fait le savon Manipulité, et qui était faite à partir de la graisse de l'ex-président de la République, non pas président de la République, premier ministre, c'est tellement une blague qu'on n'y croit pas, c'était l'ex-premier ministre Berlusconi, et en fait qui s'appelait Savon Manipulité. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette œuvre qui est peut-être critique dans un sens où elle s'inscrit dans une ironie et un déploiement de cette matière. Et voilà, c'est après des nano-artistes, je ne sais pas si on peut l'inscrire dans un véritable mouvement, mais en tout cas, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que tous ces artistes n'ont pas accès à ces matériaux. Et c'est ce qu'on a essayé véritablement, nous, de faire. Avec le projet Open Lab, on voulait véritablement que ces matériaux qui sont méconnus, inaccessibles, puissent être connus et visibles par les artistes. Et c'était... L'idée que je posais aussi, ça a bien répondu. L'idée que je posais, c'est les artistes. Vous invitez, est-ce qu'ils sont des artistes qui travaillent, ou sont des artistes qui travaillent sur un contexte scientifique, comme de la science, ou sont des artistes qu'on invite pour participer dans un contexte scientifique et travailler ensemble avec les scientifiques. C'est 2 choses complètement différentes. Oui, je sais. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour répondre à côté, mais pour moi, il y a un artiste que j'aime bien citer et que je pense que c'est un autre artiste qui est visible en ce moment aussi au Centre Pompidou, c'est Michel Paysan. Michel Paysan qui vient d'acquérir un ANR, qui est véritablement quelque chose de très scientifique, et qui va faire un projet de longue haleine avec un groupe de scientifiques et qui s'inscrit depuis toujours dans cette dynamique de coélaboration avec ce domaine scientifique. Lui, peut-être, c'est un artiste qui s'inscrit dans ce sens-là, mais arrêtons de cloisonner et de dire que les artistes s'intéressent exclusivement à la science, ne peuvent pas faire autre chose. Je pense que c'est dangereux de dire ça, puisque Léonard da Vinci en est la preuve. C'était un ingénieur et voilà. Duchamp, quand il va à l'Armory Show, il présente son rotatif en plaque de verre. Pour lui, c'était pas une œuvre, c'était une invention. Donc, je pense que si on continue à se dire, voilà, artiste, scientifique, etc., essayons de penser à un autre nom. Et là, je regarde, voilà, invente un autre nom, s'il te plaît. En pluriel, c'est sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exclusive et que c'est un champ d'expérimentation et d'exploration comme tant d'autres. On parle d'art d'expérience, mais il y a beaucoup plus aujourd'hui les scientifiques s'intéressent au champ de la création et aux artistes. C'est quelque chose qui est quand même observé.